Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lombalgie, mais toujours un petit peu comme d'habitude, j'ai deux trois choses à vous dire avant. En gros, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, première chose. Deuxième chose, notamment pour les personnes qui veulent les PDF. Et alors, si vous voulez les PDF, je répète, vous vous abonnez à l'abonnement payant euh, sur YouTube. Donc en général, l'affichage il marche mieux sur ordinateur que sur téléphone. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous me contactez sur Instagram et je vous ajoute au groupe WhatsApp et je vous envoie les PDF à partir du moment où vous vous êtes inscrit. Je le répète encore, mais il y a des personnes, vous payez l'abonnement et vous venez pas me contacter sur Instagram. Donc en fait, alors certains, des fois je peux les retrouver parce que vous avez la même photo de profil, mais des fois en fait le pseudo, je pense que soit vous me suivez pas sur Instagram, soit vous mettez pas le même pseudo, soit la photo de profil elle est différente entre YouTube et Instagram et c'est très difficile de vous retrouver. Donc venez me rejoindre sur Instagram. J'ai même mis des posts exprès pour qu'il y a que les personnes qui payent qui peuvent voir sur YouTube. Mais ça suffit pas a priori. Donc je le répète ici. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire au début. On va parler aujourd'hui de lombalgie. Il y a beaucoup de diapos, je crois qu'il y a une trentaine, 32, 33 diapos, un truc comme ça. Mais elles sont pas très longues normalement. Donc on va dire la vidéo, peut-être 30, allez, 35 minutes, je pense. Pas plus. Pas plus. Donc on va parler de lombalgie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et qui sont fausses en fait. Que ce soit en termes de les traitements. On parlera pas forcément de traitements, mais juste quand on va parler des structures qui peuvent faire mal et des choses comme ça, déjà vous allez comprendre que ce qu'on vous raconte sur les traitements, c'est quand même beaucoup n'importe quoi. Entre les problèmes de posture et tout un tas de bêtises en fait qu'on entend encore. Euh, voilà, donc on va parler de ça. La lombalgie, ça touche tout le monde, voilà, jusqu'à 84% de la population souffrira de lombalgie au moins une fois dans sa vie, hein, donc ça fait quand même pas mal de monde. Euh, la prévalence de la lombalgie chronique, c'est environ 23%, donc c'est pas mal aussi. Et on a 11 à 12% de la population qui est handicapée par sa lombalgie, ok? Donc c'est quand même un problème de société, c'est quand même un problème, cette lombalgie. Alors du coup, ça touche beaucoup de monde, ça touche même tout le monde. Donc voilà, là c'est une carte avec une estimation de la prévalence de la lombalgie pour 100 000 habitants dans tous les pays du monde. Et ça c'était en 2019, voilà. Donc là vous avez l'échelle et donc plus on va dans les couleurs entre le jaune ici et le rouge et plus on a de cas de lombalgie. Ok? Le but c'est pas de retenir ça, c'est juste de comprendre que la lombalgie en fait ça touche tout le monde. Avec des endroits où, bien évidemment, forcément, il y a un peu moins de cas. Donc la lombalgie, c'est un fardeau mondial, sachant que l'invalidité due à la lombalgie, elle est la plus élevée dans les groupes d'âge actifs du monde entier. Ok, là où on a le plus mal au dos, enfin là où on a le plus d'incapacité, c'est pendant qu'on est au travail, ok, dans les années qui sont ici, voilà. Et après, à la retraite, on voit que ça diminue. Bon, après, on est en France, hein, donc là, la retraite, c'est plutôt là. Bientôt, ça sera peut-être ici. Bon, du coup, en 2020, on avait la lombalgie qui affectait 619 millions de personnes dans le monde, ce qui fait quand même pas mal de personnes, et avec une projection pour 2050 où on pense qu'il y aura environ 843 millions de cas. Voilà. Et il faut savoir que la lombalgie, c'est la première cause d'ALD dans le monde. Ok? Voilà, et on avait une prévalence en 2020 de un demi-milliard de cas. Voilà. Et on voit ici que l'incapacité. Donc en rouge ici c'est en 1990, voilà, et là c'est en 2015. La prévalence, alors là il y a différents tableaux, donc je vais juste rappeler, revenir, parce que des fois en fait je me suis rendu compte que dans mes vidéos je disais prévalence, incidence, et des fois vous venez me demander la différence. Alors, déjà, normalement sur Google vous avez les définitions, hein, ok? En épidémiologie, en fait, la prévalence, c'est le nombre total de cas d'une pathologie donnée, et là, la lombalgie, là, c'est la lombalgie, mais ça peut être autre chose, ok? Donc, c'est le nombre total de cas de lombalgie qui existent dans une population déterminée, ok? Sans distinction entre les cas qui sont nouveaux
et les cas qui sont anciens, ok? Au cours d'une période de temps définie ou à un instant défini. C'est comme si là, on prend toute la France, on regarde aujourd'hui combien de personnes ont mal au dos. Donc aujourd'hui, admettons, je dis n'importe quoi, mais là en France, il y a 1 million de personnes qui ont mal au dos. Il y a peut-être des gens qui ont mal au dos depuis ce matin, mais il y a peut-être des gens qui ont mal au dos, ça fait 3 ans. Voilà, donc c'est ça la prévalence, ok? En fait, ce dont on se rend compte, c'est que la prévalence, alors après ça dépend du coup des tableaux, mais par exemple dans cette étude-là, on voit que la prévalence elle augmente et qu'à partir d'un certain âge, elle diminue, ok? Mais si on se fie à celle-là, en fait c'est beaucoup, voilà, en fait ça diminue ici, puis ça remonte, et après, ouais, voilà, ça rediminue et tout ça. Mais en fait, juste qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ce qu'il faut juste retenir, c'est cette association qui est faite parfois entre plus on est vieux, plus on aura mal au dos. Bah en fait, pas forcément, ok? Là, bon, alors là, c'est passé un certain âge, hein, c'est plus de 80 ans, ça redescend, mais du coup, ça casse quand même le mythe du bah plus je suis vieux, plus je vais avoir mal au dos, ok? Ça, c'est pas vrai. Et là, pareil, on voit que bah, ça descend ici, puis ça remonte, et puis à la fin, voilà, ça va redescendre. Donc en gros, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une corrélation, enfin, y a pas, c'est pas plus on est vieux, il n'y a pas de relation de causalité entre l'âge et la douleur au dos, quoi, hein. C'est pas, ou du moins, elle est pas liée tout du long de la vie, ok? Donc voilà, mal de dos et âge, ça rime pas forcément. Ensuite, on va regarder maintenant l'incidence, ok? Donc là, ça va être le nombre de nouveaux cas de lombalgie qui survient dans une population, à une certaine région, pendant un temps donné, ok? Et là, on voit que l'incidence, en fait, elle est élevée à certaines années ici, par exemple avec un pic pour entre 25 et 30 ans, après ça rediminue, et ça remonte à un certain moment. Donc ça, c'est le nombre de nouveaux cas, ok? Ce qui n'a rien à voir avec ça, c'est le nombre, de nombre total de cas, qui n'est pas forcément nouveau, en fait, ok? Donc les lombalgies, elles ont une distribution bimodale. Voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, il y a deux pics en fait, hein. Un entre 25 et 29 ici, et après on en a un peu plus tard, entre 95 et 99. Bon, ok. Lors des analyses par sexe, les hommes représentaient environ 51,5% des épisodes de lombalgie, tandis que les femmes c'était 48,5%. Bon, c'est kiff-kiff, hein, quoi, en gros. Les pics d'incidence chez les hommes et chez les femmes, c'est plutôt entre 25 et 29 ans. Ok? Donc c'est plutôt. Voilà, le plus de nouveaux cas, c'est dans cette période-là de la vie. Ok? Et c'est pas du tout parce que plus on est vieux, plus on se tasse ou des choses comme ça. J'avais déjà débunké une vidéo comme ça où la personne vous disait clairement, bah plus vous vieillissez, plus vous vous tassez, donc plus vous avez mal au dos. Ça n'a aucun sens. On voit bien qu'avec l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, ça marche pas du tout comme ça. Là vous vous tassez, puis là vous vous détassez, puis passez un certain, vous vous retassez. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'en fait le problème c'est qu'on a des personnes qui s'expriment sur les réseaux et en fait le problème, c'est qu'à un moment donné, pour faire des affirmations, il faut des preuves. Ok? On n'affirme pas des choses sans avoir de preuves derrière. Et en fait, sur les réseaux, notamment tout ce qui. Enfin, alors déjà, bon, il y a même des gens qui sont des professionnels de santé qui disent n'importe quoi. Mais on a des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine de la santé qui donnent leur avis, en fait. Et qui font des affirmations de manière assez abrupte et en fait qui disent n'importe quoi. Voilà, donc maintenant on va voir les vrais cas, hein, parce que je crois que dans la vidéo que j'avais débunké, la personne disait que en gros la lombalgie c'était le vieillissement, donc parce qu'on se tassait, la mobilité, ah et je me rappelle plus du troisième. Enfin il avait cité trois facteurs de lombalgie qui ne ressortent jamais dans les études en fait. C'est du pif, ok? C'est vraiment, vraiment du pif. Je pense que je demande à quelqu'un dans la rue de me sortir des facteurs, il y en a tellement qu'une personne dans la rue qui connaît rien en Belgique va m'en sortir des qui sont dans la littérature scientifique. Alors que la personne là fait l'expert mais ne connaît rien du tout. Et donc en gros ce qu'on remarque c'est que dans l'incidence elle est la plus élevée au cours de la troisième décennie. Voilà, bah, en fait c'est ce qu'on retrouve ici. Ok. Et du coup, il me semble que pour les critères de la lombalgie, j'en avais fait un reel. euh, la personne, elle disait en fait, c'était même pas le vieillissement qu'elle avait noté, c'était la gravité. Et c'est la gravité terrestre, hein, euh, la mobilité et la morphoanatomie. Voilà, c'était ces trois paramètres-là qui étaient ressortis. Bon, on va passer à la suite. Donc en gros, on a une classification où on a en fait trois types de lombalgie différentes. Ok, on a la lombalgie
avec, bon, on va dire la lombalgie avec une pathologie grave, OK? Donc ça peut être, une pathologie inflammatoire, une infection, ça peut être une fracture, ça peut être un syndrome de la queue de cheval, tout un tas de choses comme ça. Ensuite, on a, les lombalgies avec déficit neurologique, donc tout ce qui va être, alors là, du coup, ils ont mis, douleur radiculaire, radiculopathie, canal lombaire étroit, voilà, tout ça. Sachant que en gros, on dit que c'est 1% ou 1-2% les pathologies graves. Les, symptômes les problèmes neuro, on va dire, c'est entre 5 et 10%. Sachant que ici, par exemple, il y a pas les problèmes vasculaires, OK? Et voilà, parce que du coup, en fait, les problèmes vasculaires, c'est par exemple, l'anévrisme de l'aorte, ça pourrait rentrer ici. Hem, les un problème vasculaire au niveau des jambes qui donne une douleur, voilà, ça peut être confondu avec, une douleur radiculaire ou des choses comme ça. Voilà. Et dans cette étude, bah, après ça pour ceux qui ont, j'ai fait une formation, je vous mettrai le lien dans la vidéo et je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne YouTube sur le syndrome de la queue de cheval ou la présentation de la formation et en gros ça je vous en parle vraiment, ça on le développe dans l'introduction tout ça. Parce qu'en fait dans cette, on a une étude danoise ici, on a sur, voilà 1 000 000, plus d'1 500 000 personnes. En fait la prévalence de pathologies graves a été plutôt à 2,30 et pas de 1, OK? Donc en gros, on a 3 types de lombalgie et en fait la lombalgie la plus présente, qui représente 90 voire 95 des cas, c'est la lombalgie non spécifique. En gros, vous avez mal, mais on n'est pas capable de définir une structure anatomique en particulier qui est responsable de votre douleur. Et là, on va voir qu'en fait, il n'est pas toujours possible de trouver la cause de la douleur parce que en fait, déjà, est-ce qu'il y a qu'une seule cause? Donc en fait, dans la douleur, donc là, en fait, on a la lombalgie. Dans la lombalgie, on peut sous-grouper en pathologie grave, symptômes, enfin pathologie neuro et, mal de dos non spécifique. Et dans le non spécifique, on peut recatégoriser entre, par exemple, un problème de disque, qui représente en fait 39% des cas de lombalgie non spécifique, 15% pour les problèmes d'articulaire postérieur, hein, donc c'est les articulations entre les vertèbres, et 13% pour la sacro-iliaque. Ok. Alors, en gros, il va y avoir des personnes. Alors, il y a McGill, ça c'est Gundill en musculation. Je cite souvent Gundill parce qu'en fait, il a un discours qui, pour moi, je le trouve dangereux. Donc il doit être combattu, son discours. Et lui, donc, en fait, il reprend tout de McGill. Il reprend tout de McGill. Tout ce que McGill dit, il va dire la même chose, sachant que McGill, il est contredit par plein d'autres chercheurs. Pourquoi prendre une seule source? Après, on peut prendre une seule source, mais allez au moins voir ce que disent les autres et allez les voir avec sans votre biais de confirmation. Ok, c'est facile de critiquer les études des autres et quand McGill sort une étude, ah c'est parfait. Voilà. Parce que McGill, il vous dit lui que voilà en 2-3 heures avec une personne, il va vous expliquer pourquoi la personne elle a mal au dos. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a aucun sens de dire ça. Et ça n'a aucun sens parce qu'en fait, il y a énormément de facteurs. Si tu veux identifier une structure, il va falloir utiliser des tests, mais on va voir que les tests ils sont pas ouf. Et en plus de ça, est-ce que ça va vraiment changer le traitement? Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc le disque intervertébral, en gros, j'en ai déjà parlé, pour identifier une douleur de disque, on a en clinique les mouvements répétés, et en gros, quand on va faire des mouvements répétés, on va avoir, admettons, on a un patient qui a des douleurs qui descendent jusque dans la jambe, avec des mouvements répétés, bah, la douleur, elle va se centraliser, ok? En gros, la centralisation, ça va être un changement disto-proximal de la topographie de la douleur, avec en général une diminution de la douleur, et qui doit se faire assez rapidement, ok? Et quand on va aller dans l'autre sens, on va avoir une centralisation, et du coup ça va être l'inverse. Bah du coup par exemple la personne elle a mal ici, elle fait, je sais pas, on va dire des extensions. Elle fait des extensions et la douleur elle revient là, et quand elle fait des flexions, elle repart en arrière. Elle fait des extensions, elle revient là, elle fait des flexions, elle revient en arrière. On peut dire que c'est le disque, ok? Après, il y a des. Alors, du coup, ça c'est comparé à la discographie. J'avais déjà expliqué dans une vidéo. Voilà, en fait, en gros, on injecte un disque qu'on suppose douloureux, et ensuite on en injecte un autre qu'on estime sain. Euh, et en gros, on voit si ça reprovoque la douleur du patient. Bien évidemment, il peut y avoir des limites à ce genre d'examen en fonction des attentes du patient. Je discutais sur Instagram avec une personne qui s'y connaît très 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 bien sur le mal de dos, qui me disait aussi qu'en fonction du contexte, alors c'était le contexte social, et j'ai pas la source,
du coup, pour le coup. Donc là, ça va prendre avec des pincettes. Mais en gros, en fonction du contexte social, il me semble, on pouvait avoir une centralisation, une périphérisation de la douleur avec une discographie négative. Ok? Et on a des expériences de douleur aussi. Pareil, j'ai pas retrouvé la source. Faut que je la retrouve. Ou en gros, si on avait mal à un endroit, par exemple sur la cuisse, si on générait une autre douleur au niveau de la cuisse, on pouvait avoir une migration de cette douleur, et en fait ça pouvait faire penser à une centralisation, alors qu'en fait non. Admettons vous avez mal dans le mollet, vous faites des extensions répétées, ça vous fait mal au dos, bah vous pouvez avoir l'impression que la douleur elle remonte, mais en fait elle ne remonte pas, c'est une impression, elle ne remonte pas vraiment comme une centralisation. Après, je pense que si vous faites le mouvement inverse, peut-être que vous n'aurez pas du coup la périphérisation, ou justement peut-être que si, ça soulage la douleur ici, la douleur là revient, c'est compliqué. Mais non, c'est juste pour dire que ça reste imparfait. C'est très bien la discographie, on n'a pas mieux que ça, pour savoir si c'est le disque qui fait mal ou pas, mais apprendre avec des limites, ok. Et après du coup par exemple, comment McGill du coup lui il fait pour être sûr qu'il trouve la structure, ça n'a pas... C'est compliqué quand même. Ensuite, on a les articulaires postérieurs, donc là on a les critères de Revel, mais c'est pas précis. Puis en fonction des études, ils n'utilisent pas les mêmes critères. Donc en gros, il faudra avoir un âge de plus de 65 ans, une douleur bien soulagée par la position allongée, bien soulagée, absence d'exacerbation de la douleur à l'atout, douleur à la flexion avant, au lever de la position assise, à l'hyperextension, à la rotation en extension. Donc ça c'est le Chem test. Chem test, pareil, en fait ça nous dit pas grand chose. Ça, on le compare à des blocs intra-articulaires ou aux branches médianes qui innervent les facettes. Donc en gros, on anesthésie ici. Est-ce que ça soulage votre douleur? Oui. Ah bon, bah c'est peut-être bien la facette. Ok. Euh, mais voilà, en fait, les critères cliniques, ils sont bof. C'est très très bof, c'est mauvais. Donc voilà, déjà on se rend compte que là il y a des limites, là il y a des limites, et puis du coup votre patient, si vous voulez savoir la structure qui lui fait mal, donc vous faites des tests pour votre disque, vous faites des tests pour vos facettes, vous faites les tests pour la sacroiliaque, mais pour être sûr il faudrait lui faire des blocs. Donc en gros on injecte un anesthésique au niveau des nerfs pour calmer la douleur, et ça calme votre douleur, oui, ah bon bah c'est ça. Donc on lui fait un bloc au niveau des articulaires postérieurs, un bloc au niveau des sacroiliaques, et puis on lui fait passer une discographie, comme ça on est sûr de ce qu'il a. Voilà. Sachant que la discographie, dans certains cas, ça peut abîmer un peu plus le disque. Voilà. Donc ensuite on a les articulations sacroiliaques, donc là on a un cluster, le cluster de l'asset, où on a ces 5 tests. Et en fait, le problème de ce cluster-là, c'est qu'il permet pas d'inclure la sacroiliaque. En fait, moi, quand on me l'avait appris, il y a longtemps, on m'avait dit que si ça c'est positif, c'est un problème de sacroiliaque. A priori, non. Si c'est négatif, c'est pas un problème de sacroiliaque. C'est surtout ça, ok? Et du coup, on compare ce test-là à une anesthésie des sacroiliaques, ok? Le sacroiliaque, difficile de dire que c'est elle qui fait mal en clinique. Articulation de la hanche, bah parce que du coup ça peut être une articulation qui pose problème aussi au dos, on peut se dire. Alors là j'ai mis le cluster de ce type parce qu'en fait j'ai récupéré la diapo d'un autre truc, mais on s'en fiche, ça c'est pour l'arthrose. Donc ça on s'en fout, on parlera pas de ça. Lien entre articulation de la hanche et lombalgie, bah en fait ils ont essayé de voir chez les lombalgiques et tout s'il y avait des limitations d'amplitude. La seule qui pourrait être enfin qui est significative chez les personnes qui seraient lombalgiques, c'est peut-être une limitation au niveau de la rotation médiale de hanche, mais même eux ils disent que cette constatation elle doit être considérée avec prudence en raison de la faible qualité des preuves à l'appui. Voilà. Donc en gros, après, effectivement, on peut passer 2 heures à faire des tests pour le disque, à faire des tests pour les facettes articulaires, pour faire des tests pour la sacroiliaque, à faire des tests de hanche. On n'a même pas parlé des muscles et tout un tas de choses comme ça. Mais en fait, vu que tout est de validité faible, en fait, on fait quoi avec ça en fait? Vu que ça nous permet pas d'inclure grand chose, en fait, je vois pas à quoi ça nous sert. Sachant que dans le livre de McGill, il y a des tests aussi qu'il fait, qui sont, il met la palpation, il analyse de la posture, enfin il met des choses, je suis même pas sûr que ce soit en lien avec la douleur. Voilà. Donc ça, c'est admettons si vous étiez quelqu'un qui voulait classer, trouver la source de la douleur de votre patient. Mais en fait, on se rend compte que on n'a pas grand-chose qui permet de se dire vraiment c'est ça, ok? Sachant que, en fait, même si on trie, ça change. Alors,
Même si on trie dans la catégorie non spécifique, hein. Je dis pas que si on trie, ça change rien, on trie quand même les pathologies graves et on trie les problèmes neuro. Ça, vous devez le faire, ok? Ça, il faut le faire. Mais quand on trie selon différents systèmes, donc on a le système MDT, McKenzie, si on trie selon le système Startback, bah en fait, en ce qui concerne l'intensité de la douleur et l'incapacité déclarée par les patients, il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire que l'utilisation d'un système ou d'un autre, c'est mieux qu'une intervention généralisée de la prise en charge de la lombalgie. Ok? Donc si vous avez fait McKenzie, normalement vous savez qu'on classe en 3 ou 4 grandes familles les lombalgies. Ok? On a le dérangement qui va répondre en fait au mouvement répété, voilà, avec ce phénomène de centralisation, périphérisation. On a la dysfonction, ok. Donc là, c'est en gros, c'est une. La dysfonction, c'est en gros, il y aurait je vais pas dire de bêtises, mais ça doit être marqué là, ouais, du tissu cicatriciel qui gêne les nerfs, voilà. Et en gros, c'est une douleur qui fait mal en fin d'amplitude. Ensuite, on a le syndrome postural, donc en gros, ce serait une position gardée longtemps qui déclencherait la douleur. Et après, on a autre, on a les mécaniquement, ouais, inconcluantes, et voilà, et on a la sacroiliaque ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est une belle classification, ça rend bien, mais pas mieux qu'autre chose, en fait. Le startback, c'est pour classer le risque de chronicité selon 3 grades. On a le risque bas, on a le risque moyen et on a le risque haut. Donc là, ça c'est en anglais. Je vous ai mis la traduction ici si vous voulez l'utiliser. En fait, vous avez un premier score et ensuite vous avez un sous-score. Ok, voilà. Score total, 3 ou moins, on s'en fiche. 4 ou plus, est-ce que le sous-score, il est de 3 ou moins risque moyen, est-ce qu'il est de 4 ou plus au risque? Très simple à utiliser, ok? Mais au final, c'est pas mieux quand on regarde. Voilà, enfin, en gros, sur le, sur le long terme, les lombalgies, elles évoluent, voilà. Et puis, de toute façon, on a même cette étude-là qui nous montre en fait que les symptômes de la lombalgie non spécifique, ils s'améliorent à chaque fois selon un schéma commun qui apparemment est indépendant des traitements. Ok? Comment on peut expliquer ça? Bah ça, normalement, vous savez, histoire naturelle, ok? Et phénomène de régression à la moyenne. Alors l'histoire naturelle, en général, vous savez, un mal de dos, en fait, en gros, ça va passer. On le verra après en termes de durée et tout ça. Ça va passer. La régression à la moyenne, c'est que quand vous avez, en fait, vos symptômes quand vous avez mal au dos, ils vont se répartir autour d'une certaine moyenne. Mais c'est possible qu'à un instant T, on ait une valeur extrême. Donc par exemple un cas d'extrême de douleur. Mais en fait, cette douleur qui est extrême, par effet statistique, en fait, elle va régresser vers la moyenne, en fait, et en gros, on va retrouver des douleurs tout à fait normales, on va dire, et qui sont plus extrêmes, voilà. Donc on peut avoir des disparités comme ça. À chaque fois, on a une régression à la moyenne, qui peut expliquer pas mal de résultats de traitement, hein. Des fois, on peut penser que c'est un effet placebo, c'est un effet de régression à la moyenne aussi, voilà, faut le savoir. Et en fait, ça, on a ça qui nous explique très bien que ça marche. Donc, enfin, ça explique très bien les réductions des douleurs. Donc, faut faire attention quand vous voyez quelqu'un sur YouTube ou sur Instagram qui vous dit, moi, ce que je veux vous montrer là, ça marche. Bah, ça marche, ok. Prouve-moi que ça marche. Est-ce que tu as des explications qui vont me permettre, enfin, est-ce que tu as des preuves plutôt qui vont me permettre de dire que oui, ça marche et que c'est ta prise en charge qui marche. Admettons, vous vous réveillez un matin, vous avez extrêmement mal au dos, vous tapez YouTube, j'ai mal au dos, exercice, vous faites une routine que vous avez trouvée sur YouTube, la douleur passe dans les 2 jours, vous faites la routine pendant 2 jours, vous dites, purée, mais t'es vachement fort ce kiné sur Instagram ou sur YouTube, là, en 2 jours, ça, ma truc est passé. Mais en fait, peut-être que l'hypothèse la plus simple et qui nécessite le moins de ce qu'on appelle d'hypothèse ad hoc, d'hypothèse en plus, en fait, peut-être juste la régression à la moyenne. Donc, tant que j'ai pas de preuves qui me disent que c'est pas la régression à la moyenne, pour moi, ça sera la régression à la moyenne qui fait ça, ok? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que sinon, après, on fait tout et n'importe quoi. Ah, j'ai bu du jus de carotte pendant 2 jours, c'est passé. Ok. Mais moi, j'ai pas de preuve que le jus de carotte, ça soit efficace dans le mal de dos. Donc, je vais pas croire ton histoire de jus de carotte. Moi, je vais croire à la régression à la moyenne et l'histoire naturelle du mal de dos, ok?
Des facteurs autres que les traitements peuvent jouer un rôle important dans les essais et il est important de les explorer. Il peut y avoir les croyances, les choses, les attentes, les expériences passées, comment la personne elle a vécu son mal de dos auparavant. Admettons, vous avez une personne qui a mal au dos et son mal de dos. Quand elle a eu mal au dos, elle a perdu son travail parce qu'elle pouvait plus travailler. Bah, il y a de fortes chances que la fois suivante où elle a mal au dos, elle va peut-être pas la vivre pareil, elle va pas le vivre pareil son mal de dos, OK? Admettons, elle a eu du mal à retrouver un travail, c'est sûr et certain, elle va pas vivre le mal de dos comme une personne qui a eu mal au dos que la dernière fois il a eu mal au dos, il a eu mal au dos pendant 5 jours, il a continué à aller travailler et tout ça, OK? Donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte, OK? Ensuite, les douleurs, parce que en gros, là, on a parlé des problèmes de nerfs. Alors, on va revenir quand même sur les problèmes de nerfs. Donc, le nerf sciatique. Alors, enfin, j'ai mis le nerf sciatique, mais c'est les douleurs type sciatique, ok? On a différentes classifications. Ici, par exemple, si vous avez 11 points sur 20, on peut dire que vous avez une sciatique, ok? Donc là, en gros, il faut une douleur radiculaire dans une seule jambe. Bon, ça, c'est le test de élévation jambe tendue ou quand on plie le genou, là, le PKB, pour voir si, en gros, si on a en fait, c'est un test de mécanosensibilité, en fait, ok? Si on a une diminution du réflexe au niveau de la cheville, une faiblesse musculaire et des douleurs dans la jambe que, euh, que d'un côté. Donc voilà, là je vous ai mis quand même qu'il fallait savoir faire une différence entre une douleur d'origine neuro et vasculaire, parce qu'on peut avoir des douleurs dans la jambe euh, qui vont être d'origine vasculaire, ou même des pertes de force ou des choses comme ça qui sont dues à des signes vasculaires, hein. Donc quand vous avez une personne qui a ce qu'on appelle une claudication intermittente, il faut que vous sachiez faire la différence entre est-ce que c'est une claudication intermittente qui est vasculaire ou neuro, ok? Ça bien évidemment dans la formation que je fais, dans la partie, il y a une partie sur le canal lombaire étroit et une partie sur les AOMI, donc les artériopathies oblitérantes du membre inférieur. J'en parle de ça justement. Et ensuite, on a d'autres choses, voilà, où il y a des critères, douleur sous le genou, douleur à la jambe, pire que la douleur au dos, déficit neurologique, tension neurale positive. Voilà, en fait, le truc, c'est que moi, je sous-classifierais un petit peu tous ces problèmes de nerfs, parce qu'en fait, hein, on peut avoir un déficit neuro avec des tests de mise en tension qui vont être négatifs. D'ailleurs, ok. Et notamment, en général, une neuropathie, plus elle est importante, plus la mécanosensibilité, il y a de fortes chances d'en avoir moins. Ok. Pas plus la neuropathie elle est importante, plus la mécanosensibilité elle augmente. C'est plus la neuropathie elle augmente, plus la mécanosensibilité, il y a de moins de chances d'en avoir. Ok. Ça c'est juste par rapport au nerf sciatique. Après, il y a cette étude-là qui dit qu'en gros, pour les sciatiques, peu importe ce qu'on fait, de toute manière, il n'y a rien qui est mieux qu'un autre truc. Il faut juste savoir ce qu'on met dans le nerf sciatique. Alors, dans cette étude-là, ils ont quand même fait les choses bien. Ça ressemble vraiment à des problèmes neuro qu'ils ont foutus dedans. Parce que des fois, il y a des études, ils vous mettent douleur sous le genou, problème de nerf. Ça n'a aucun sens. Ça peut être vasculaire, ça peut être sacro-iliaque, ça peut être, voilà, on voit. Ça peut être articulaire postérieur, ça peut être le disque, la hanche, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui descendent sous le genou, voilà. Il faut arrêter de comparer tout et n'importe quoi parce que je crois qu'ils comparent un peu tout. Donc il y a du sport, donc enfin du renfo, il y a de la manipulation plus renfo, et puis il y a des moments, il y a une étude, je crois, et c'est le traitement chiropractique, je crois que c'est de la manip. Juste de la manip dans une sciatique. Enfin, est-ce qu'on peut se concentrer 2 minutes et comparer les choses Alors, faut remarquer hein, dans l'étude, hein, ils le disent très bien que c'est trop hétérogène et que il faut des meilleures méthodologies déjà dans les études qui sont faites avant de faire de revues systématiques et des méta-analyses. Il faut cadrer un peu plus. Déjà, il faut être sûr qu'on soit sur une sciatique et il faut qu'on compare les choses qui sont comparables. Ok? Et avec une bonne méthodologie. Si on compare la manipulation vertébrale et que chacun fait n'importe quoi, voilà, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'était juste pour dire qu'en gros, pour le moment, voilà, c'est que dans les études, on a du mal à ressortir quelque chose qui est plus efficace qu'autre chose. Donc faites attention à la personne sur Internet qui vous dit, lui, c'est ça qu'il faut faire. Ok? Moi, je pense, hein, si vous voulez être bon, alors là, ça va être une opinion que je pense que pas mal de gens ils vont pas être d'accord avec ça, mais en fait,
quand on est kiné, j'ai l'impression qu'on cherche les exercices magiques, le bon exercice, la bonne thérapie. Donc vous allez avoir les personnes qui vont vous dire, ouais, Mackenzie, ça c'est vraiment ce qu'il faut. Mais ils vont vous dire, non, c'est la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, c'est vraiment ça qu'il faut. Non, en fait, c'est pas la thérapie manuelle qu'il faut, c'est autre chose, le mulligan, j'en sais rien. Et on va te sortir des choses comme ça. Mais en fait, il y a pas de thérapie dans la littérature qui ressort comme étant mieux. Par exemple, McGill, c'est pareil. McGill, c'est efficace sur la lombalgie, mais c'est pas plus efficace qu'autre chose finalement. Ok? Et même sur certains points, enfin, ça c'est pas forcément plus efficace qu'autre chose, donc la méthode McGill, voilà. Et Adam Meakins, donc c'est un kiné sur les réseaux que j'aime bien suivre, il est anglais. Il avait partagé des commentaires sous sa publication de personnes qui avaient consulté McGill, et par contre, il a un discours nocebo incroyable, hein. C'était des témoignages en fait, des gens qui avaient peur de se baisser, enfin voilà, c'est. Donc, attention quand vous écoutez les gens. Après, et du coup, la peur que McGill peut créer chez les gens, on la ressent chez des personnes comme Gundil par exemple. Ok? Vous avez mal au dos, faites pas ça. Le soulevé de terre, ça va mal se passer. Vous faites du squat, ça va mal se passer. Enfin, et après, toute la truc, hein, il y a eu Jamcore il y a pas longtemps avec le soulevé de terre et tout ça. Mais c'est toujours pareil, hein, vous regardez, on se retrouve avec des personnes qui font des affirmations sans aucune preuve et qui vous sortent des phrases. Mais moi, je me base sur la logique. D'accord, ok, bah explique-nous ta logique. Du coup, on va discuter entre nous. On met les études de côté, explique-nous ta logique et on va voir si tu as un raisonnement qui est rationnel ou pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que c'est juste mon expérience plus la logique, ça permet d'avoir raison sur tout. Voilà. C'est donc une personne qui est sur la Terre depuis 80 ans et qui pense que la Terre est plate, elle a de l'expérience, ça fait 80 ans qu'elle est là. Mais il y a un mec de plus jeune qui lui explique que la Terre elle est ronde, il peut pas avoir raison parce que la personne elle a 80 ans d'expérience sur la Terre. Ça n'a aucun sens. Donc, la petite diapo importante, parce qu'en fait il y a des choses qu'il faut comprendre. Si vous voulez prendre en charge les jeux, on sous-groupe. En fait, là, vous vous rappelez, ici. Bon, alors vous sous-groupez pas. Là, si vous détectez ça, c'est direction le médecin. Ok? Ici, on peut essayer de sous-grouper, mais pas grand-chose qui ressort. Ici, moi, je pense, avec ce que j'ai lu, mais après, c'est mon expérience, hein, vous la prenez pas, mais je vous dis que c'est mon expérience. Je pense qu'il faudrait quand même bien trier dans les problèmes de nerfs ce qu'on a, parce qu'en fonction du problème de nerfs, on va avoir des choses différentes. Il faut différencier la douleur radiculaire, ok? Donc en fait, en gros, ça va être une hyper excitabilité au niveau du ganglion de la racine dorsale, grosso modo, qui peut être causée par de l'inflammation, de l'ischémie, de la compression, peu importe, ok? C'est des douleurs qu'on va retrouver dans les descriptions du DN4, ok? Donc c'est tout ce qui va être, ça brûle, ça fait du courant électrique, il y a du froid, ça picote, tous ces trucs choses-là. Ça, en fait, comment on va savoir que c'est de la douleur radiculaire? En fait, vous allez avoir un DN4 positif et vous aurez du gain de fonction avec. Donc, pour faire simple, vous avez votre nerf qui fonctionne normalement. S'il y a un problème, votre nerf, des fois il fonctionne plus et des fois il fonctionne moins. Ok? Quand il fonctionne plus, qu'il n'y a vraiment pas de perte, parce que des fois le plus cache la perte. Ok? Ça, c'est là qu'il faut suivre. Vous avez votre nerf qui fonctionne normalement. Vous pouvez avoir du gain et de la perte, mais il faut savoir bien tester parce que des fois le gain cache la perte. Ok? DN4 positif avec du gain de fonction. Donc là, du coup, on a de la douleur radiculaire. Radiculopathie, on va rien à voir avec le DN4. On ne parle pas de douleur. Là, on parle de la fonction du nerf. Et là, dans la radiculopathie, la neuropathie, la fonction du nerf, elle est moins. Ok? Et elle n'est pas réversible. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que des fois, on a de la perte de force qui est réversible. Ok? Par exemple, vous avez un patient qui a une sténose lombaire, vous le faites marcher pendant le temps qu'il peut marcher, à la fin, il va avoir mal, et puis vous faites un testing, il n'aura pas de force. Ok? Par exemple, il va fatiguer très vite. Vous le mettez dans sa position de flexion, le sang revient, vous retestez, ah, il a récupéré de la force. Bah, c'est pas une neuropathie du coup, parce que là, ça a été réversible. Ok? C'est ça, réversible. Et la douleur neuropathique, là, c'est. Vous allez avoir un DN4 qui est positif avec de la perte de fonction. Ok? Donc j'irai pas plus loin. Ça, on voit dans l'information.
Et du coup, forcément, en fait, si vous avez une neuropathie, ça va pas se ou enfin, si vous avez une neuropathie, ça va pas se traiter comme ici. Enfin voilà, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Ça, pourquoi je vous l'ai mis? C'est juste pour, c'est le cluster de, le c'est le cluster de Cook pour, les sténoses lombaires. En gros, voilà, on va combiner 5 signes en fonction de combien vous avez. Vous pouvez dire que, votre patient, il a, oui ou non, une sténose lombaire. Alors ça me paraissait logique de le mettre là, je sais plus pourquoi je l'ai mis, mais c'est je dois être juste pour vous informer en fait. Ça tombe un peu comme ça. Bon, on est toujours dans la partie neuro. Ah oui, ah ouais, il nous reste pas mal de choses à voir. Mais je crois qu'après ça va plus vite. Je crois qu'après je parle moins. Voilà, donc quand on vous dit, moi j'ai trouvé la cause de la lombalgie, ok mon pote, merci frérot, quelle cause t'as trouvé dans la lombalgie? Voilà, donc là c'est regroupé en plein de facteurs, là c'est en plein de sous-groupes en fait de facteurs, là pareil, donc toujours les mêmes facteurs. Ok, il y a des facteurs biologiques, biomédicaux, biophysiques, vous appelez ça comme vous voulez, les comorbidités, les facteurs sociaux, les facteurs psychologiques, la génétique. Tout ça, ça rentre en compte, et là il y en a encore plus, ok? Donc oui, ça rentre en compte là, les dommages tissulaires, notamment les problèmes de disque. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc quand on vous dit il faut 2 3 heures et moi je vous trouve la cause, le type de phrase, euh, la lombalgie non spécifique n'existe pas. Enfin, vous avez toujours mal pour une raison, parfois plusieurs. Oui, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'identifier les raisons? De toute façon, on a vu que de toute manière, les lombalgies, bon bah elles suivent toutes plus ou moins la même évolution, voilà. Est-ce que au bout d'un moment, est-ce que notre rôle, à nous en tant que kiné ou si vous êtes ostéo, peu importe, est-ce que notre rôle à nous, c'est pas plutôt eux de trouver le problème, à moins quand il y a un problème grave, hein, mais une fois qu'on sait que c'est pas grave, ou qu'on a un niveau de suspicion très bas, est-ce qu'on peut pas se dire, on va arrêter de chercher le problème, on va essayer de trouver des solutions. Comment je peux vous aider? Quels sont vos objectifs? Ok, là, on est dans un moment, c'est pas vous n'êtes pas au top de votre vie, mais comment on fait pour traverser ensemble ça? Ok? Au lieu de faire comme les mecs, ah oui, mais alors, moi, vous allez voir, je vais vous manipuler, ça va aller direct. Enfin bon, arrêtez les frérots là. Bon, les facteurs multiples, voilà, et donc là, j'ai récupéré certains facteurs ici. En fait, voilà, on a des preuves à chaque fois. La génétique, elle joue un rôle dans les douleurs lombaires. Par exemple, notamment dans la dégénération du disque. On sait que le disque, quand il dégénère, il peut potentiellement être douloureux, et sa dégénérescence, en fait, il y a une part génétique, ok? Les comorbidités, et c'est là qu'on rentre dans le fait d'être qu'une personne, en fait, c'est une personne à part entière. Voilà, le nombre de comorbidités a permis de prédire la douleur et l'incapacité à 6 mois et à 12 mois chez les personnes âgées souffrant de lombalgie chronique. Donc ces résultats mettent en évidence le rôle des comorbidités en tant que facteur prédictif de la douleur et de l'incapacité chez les patients qui souffrent de lombalgie chronique. Ok, soulignant la nécessité d'intervention opportune et continue chez les personnes âgées souffrant de multimorbidités afin d'atténuer les douleurs et l'incapacité liées à la lombalgie. Ok, donc en fait il faut voir quel est l'état de santé de votre patient. Ok, et ça va jouer sur ces douleurs. Si la personne elle a 25 000 comorbidités, ouais, bah peut-être qu'effectivement elle aura plus de douleurs et plus d'incapacité. Le tabac. On a une prévalence plus élevée de mal de dos chez les personnes qui fument. Voilà. Une prévalence et incidence de la lombalgie plus élevée chez les fumeurs et les anciens fumeurs que chez ceux qui n'ont jamais fumé, en disant que l'association reste modeste. Mais on a un petit truc, sachant qu'on sait que le tabac, ça va attaquer. Alors, ça va être un facteur qui va jouer sur la dégénérescence des disques. Le disque peut causer de la douleur. Ah, ouais, effectivement, on a ça. Peut-être qu'il y a d'autres voies, hein, mais sur la voie tissulaire en rapport avec le disque, on a cette voie-là. L'obésité, les résultats indiquent que le surpoids et l'obésité augmentent le risque de lombalgie. Les croyances, les gens en fait ils développent des croyances par rapport à leur lombalgie, et en fonction de ces croyances-là, bah, ils vont se comporter d'une manière ou d'une autre. Ok. Euh, et ça peut avoir une incidence sur les résultats à long terme. Par exemple, une personne, vous lui dites, bah faut surtout pas faire de soulevé de terre, faut surtout pas soulever de charge, faut pas courir, faut plus rien faire, vous pouvez, moi j'ai déjà passé en bien. Moi on m'a dit, je peux juste marcher. Ok, mais si la personne marcher, elle aime pas ça, ou alors que du coup elle fait plus aucun effort intense, qu'elle se penche plus en avant, mais en fait tout ça, ça va s'accumuler, et en fait et ça va être des choses qui vont, sur le long terme, vont être mauvais. La personne va de moins en moins bouger, elle va plus porter de charges lourdes. Quand on sait que porter des charges lourdes, ça fait du bien aux muscles, aux os, mais à tout.
Ça joue sur le diabète, ça joue sur le cœur, ça joue sur tout. Donc soulever des charges lourdes, ok? La santé mentale, donc on a des facteurs psychosociaux qui sont associés à la lombalgie. Stress, anxiété, dépression. On sait que le stress et la dépression, ça peut augmenter aussi les crises de douleur. Facteurs socio-économiques. Les facteurs socio-économiques sont des facteurs de risque importants pour la douleur lombaire et l'invalidité. Les facteurs mécaniques, là je vous l'ai mis en rose parce qu'on a une étude récente qui nous dit les preuves sont insuffisantes pour soutenir une relation causale entre la charge et l'apparition et la persistance des lombalgies non spécifiques. Ces résultats remettent en question le rôle de la gestion de la charge en tant que stratégie unique pour prévenir l'apparition et la persistance de la lombalgie non spécifique. Voilà. Donc, est-ce que vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur le conflit acromial sur l'épaule, et pareil, il y avait pas mal de facteurs, et en fait, la contrainte mécanique, ou non, c'était plutôt les lésions tissulaires, elles n'étaient pas forcément prédictives d'opérations et tout ça. Là, sur la douleur, pareil, les facteurs mécaniques, c'est pas celui qui revient le plus, en fait. Vous voyez? Alors, ça revient, ça peut revenir, je dis pas que ça n'a pas de rôle, mais il faut pas lui donner plus d'importance que ça. Donc, si on doit se battre sur les réseaux pour dire on va lutter contre la lombalgie, bah faites pas comme McGill et Gundil en disant c'est la mécanique, attaquez-vous peut-être aux croyances, à la santé des gens, faire de la prévention sur le tabac, l'obésité, et les choses, voilà, mais peut-être pas le facteur mécanique. Si la personne a fait du sport, qu'elle soulève des charges lourdes, c'est déjà très bien. Niveau d'éducation, donc un faible niveau d'éducation est associé à une prévalence accrue de la lombalgie. Cette association est un facteur prédictif encore plus fort de la durée des épisodes et des résultats médiocres de la lombalgie. Voilà, bon bah en gros, le niveau d'éducation il est important. Un faible niveau d'activité physique, donc un faible niveau d'activité physique. Mais en fait, de manière générale, un mauvais état de santé général, hein, c'est associé à la survenue d'épisodes de lombalgie. Un mauvais sommeil, pareil, il a été constaté que les problèmes de sommeil, ça a augmenté le risque de lombalgie future. Et on a des recherches récentes qui suggèrent que la qualité du sommeil et l'intensité de la douleur sont liées. Ok, on a des études expérimentales menées sur des volontaires sains, qui n'avaient pas de douleur, qui ont démontré que quand on les privait de sommeil, donc en gros qu'on réduisait leur durée de sommeil ou qu'on perturbait ce qu'on appelle l'architecture du sommeil, les cycles du sommeil, on va dire, bah, ça pouvait entraîner l'apparition de douleurs musculo-squelettiques et une augmentation de la sensibilité à la douleur, ok? Et au stimulus nocif, ok? Donc on va avoir peut-être un seuil à la douleur plus bas, donc il faudra moins de stimulus pour avoir de la douleur, par exemple. Euh, donc voilà, le mauvais sommeil. Donc peut-être que ça a bilanté ça chez les patients, parce que quand on sait, alors j'ai plus la stat là, mais les Français, ils dorment pas beaucoup, hein. Même vous, devant la vidéo, soyez honnête, est-ce que vous dormez bien? Ok? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous, déjà, en termes de temps, et après en termes de qualité, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous n'avez pas plus mal à certains endroits les jours où vous avez moins bien dormi? Bon, après, c'est de l'expérience, mais on a le droit de vivre des expériences à travers son corps. Donc, tout ça pour dire quoi, en fait? Mais en fait, que la personne que vous avez en face de vous, c'est pas un squelette avec du tissu conjonctif, des muscles, des disques, ok? C'est une personne, dans sa complexité, dans la société, et qui a, voilà, elle a sa propre génétique, mais elle va avoir son propre niveau d'éducation, son propre niveau socio-économique, elle va avoir ses expériences passées par rapport à sa lombalgie, elle va avoir peut-être ses problèmes à l'instant T. Ah oui, en ce moment, mon travail, ça me fait chier, mon boss, il veut que je fasse ça, moi j'ai pas envie de le faire, ou mes collègues, je m'entends pas bien avec, du coup je dors mal, les, les enfants ils sont compliqués en ce moment, voilà, je fume plus parce que nanani nanana. Et en plus, j'aimais bien aller à la salle de sport et je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui est une référence qui m'a dit non, faut arrêter de soulever de terre. Moi j'aimais bien le soulever de terre. Bon bah voilà, forcément la personne elle est pas au top de sa vie là, donc risque augmenté d'avoir des douleurs au dos notamment. La bonne démarche, ça je vous l'ai déjà mis, mais ça vous le connaissez, hein. On prend vraiment le temps de le commenter là? Euh, voilà, cette étape importante là, screener les red flags, ok, soyez bon dans ça, faites pas perdre du temps au patient. Quand le patient a une pathologie où il faut le renvoyer, commencez pas à lui dire je vais vous faire une petite tisane et mobiliser cette vertèbre là, ça va aller mieux. Non, ça on fait pas, ok. Les facteurs psychosociaux, enfin ouais, donc ouais, mais psychosociaux, sociaux, difficile de jouer dessus, mais au moins les facteurs psychologiques, quelles sont vos croyances par rapport à votre lombalgie? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans votre dos en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Comment vous vivez au quotidien votre mal de dos? Des choses comme ça. Ici, faire un bilan neuro.
Bon, alors moi du coup, bien en euros, je le mettrai aussi ici, ok. Euh, Pas d'imagerie, ok. Ah oui, on va pas. Alors là, on va saper très vite. Ouais, ça je l'ai mis dans la vidéo d'avant. Je vais pas passer 1000 ans parce que là la vidéo elle est déjà longue. Mais en gros, imagerie ne signifie pas douleur, mais ça vous le savez. Voilà, on retrouve chez des personnes asymptomatiques des signes de dégénérescence. Chez certaines personnes, on a moins de 50 ans, on a plus de, qui ont des douleurs, on a plus de signes de dégénérescence, mais c'est une association entre ces résultats dégénératif et la douleur ne doit pas être interprétée comme une causalité, voilà, donc on n'a pas une cause directe entre les deux. Les IRM montrant une dégénérescence lombaire ont une association faible ou nulle avec le fait d'avoir une lombalgie. Les résultats de l'IRM ne peuvent pas prédire une lombalgie future. La progression du bombement discal n'était pas non plus significativement liée à la progression des douleurs. Donc si vous avez votre disque qui commence à faire un bombement, puis une protrusion et tout ça, c'est pas parce que ça augmente que vous allez avoir que la hernie augmente, pour faire simple, que les douleurs vont augmenter. On a des résultats qui peuvent nous dire que quand le disque il est un peu dégradé, bah ça peut être associé au fait d'avoir déjà eu une lombalgie. Il y a certains changements dans cette étude-là qui montrent que les modiques de type 1, la dégénérescence discale et les défauts de la plaque terminale, la hernie discale, la sténose du canal rachidien, tout ça, ça peut être lié à la douleur perçue. La posture en vite fait, ouais, franchement on est en 2024, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire que la posture, ça cause des problèmes? En fait, le problème de la posture, ça veut pas dire. C'est pas tout ou rien. C'est pas la posture, on s'en balèque à tout moment, on s'en fiche complètement. C'est juste que de manière générale, si une personne qui a pas de douleur, on va pas lui donner des conseils de posture génériques parce qu'en fait, elle a pas de douleur, donc elle est confortable dans sa position. Voilà. Moi, là où je reprends les positions, c'est par exemple si on a des problèmes de nerfs avec de la mécanosensibilité ou des positions qui créent de l'ischémie sur les nerfs. Et donc dans ce cas-là, on va plutôt faire en sorte de pendant un moment, et ça on le précise avec le patient, pendant un moment, on va juste trouver du confort pour le nerf, donc on va pas tirer dessus, on va le laisser respirer tranquillement, et puis quand on va faire certains mouvements, et puis quand ça ira mieux, vous vous réinstallerez comme vous voulez, comme vous voudrez, ok? C'est tout. Donc la posture, on arrête. Tac, tac, tac. Ouais, je voulais revenir sur ça. En fait, ça, on a. C'est dit fait sur le mal de dos, mais pareil, des choses, ça, vous l'avez vu, cette infographie-là. La persistance du mal de dos, ça peut faire peur, mais ça veut pas dire que c'est dangereux. Le mal de dos, c'est pas parce qu'on est vieux, c'est pas parce qu'on est de plus en plus vieux qu'on a plus mal au dos, ça on l'a vu au début. C'est pas parce qu'on a mal au dos et que ça dure que on a des gros dommages tissulaires. Les scanners, ça montre rarement la cause de la douleur. La douleur avec les exercices ou au mouvement, ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Enfin, on avait 10 affirmations qui avaient été faites. Démontré, appuyé par la truc, voilà, des personnes comme Kenero, O'Sullivan, qui ont publié ça. Et j'ai retrouvé ça sur la page, j'avais pris ça en capture d'écran il y a longtemps sur la page de Gundeal, et lui il dit, soit j'ai mal lu mon McGill, alors déjà, faut arrêter à un moment donné, le mec il a une source quoi, c'est même plus une source, c'est un culte qui voue à la personne de McGill quoi. Soit il y a au moins 7 de ses propositions qui sont inexactes, ou alors c'est pour se débarrasser le plus vite possible du patient afin d'enchaîner un max de consultations. Mais si c'est pour donner son avis et dire ça, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner son avis et de dire ça? En fait, tout ce qui est là, franchement, si faut trouver cette erreur ici, non mais, enfin, la posture, ça a été confirmé juste là. Euh, le fait que la douleur augmente, ça veut pas dire que vous augmentez les douleurs. Mais non, on l'a vu que ça n'a aucun sens. Déjà, la douleur, c'est pas forcément associé aux dégâts tissulaires. Et même si on veut se dire que la douleur elle est associée aux dégâts tissulaires, si on a une crise de douleur, on a vu que ça pouvait être tac tac tac, non c'était avant, je sais plus où c'était, mais ça pouvait être les croyances. Non, c'était là. Voilà, pas les croyances, la santé mentale. Si on a un épisode de stress ou de dépression, ça peut augmenter la douleur. Donc forcément, ça veut dire que ça peut être autre chose que du dommage. Alors déjà, c'est pas du dommage tissulaire, mais même si on acceptait cette hypothèse-là, ça peut ne pas l'être. Donc c'est vrai aussi. Bien évidemment, les scans ne montrent pas toujours la source de la douleur, ça c'est sûr et certain. Euh, les injections et la chirurgie, mais c'est pareil, mais en fait c'est 10 choses qui sont évidentes, on le sait à l'heure actuelle, et on a quelqu'un qui connaît rien à la douleur, qui nous dit que c'est faux juste parce qu'il se base sur le travail d'un biomécanicien. Je rappelle qu'un biomécanicien du dos, c'est pas un thérapeute du dos, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Évolution du mal de dos, donc l'évolution du mal de dos, en fait, dans 50% des cas, la lombalgie, elle va passer en 5 jours, grosso modo. En une semaine, ce sera 70% des cas, en 3 semaines, 86,1% des cas, 90,9% des cas en 6 semaines, et en 12 semaines, donc en 3 mois, 93,5% des gens, ils auront plus mal au dos. Donc voilà, ça s'améliore très vite, après, il y a voilà, mais plus doucement. Et environ 40% des participants ayant connu un épisode de lombalgie ont cherché à se faire soigner ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui viennent vous voir, ils vont, pour la plupart, s'améliorer avec leur mal de dos. Euh, et donc, faut pas leur dire n'importe quoi, faut... Voilà, de toute manière, vous savez, maintenant, du moins, que votre traitement, il va pas forcément être plus efficace qu'autre chose. Vous rendez pas indispensable, vous êtes une option dans le parcours de soins du patient. Vous pouvez lui proposer des choses, mais juste on lui fait pas peur. On le rassure, on remet du mouvement dans sa vie, on peut faire un petit peu de confort si la personne elle est bloquée, elle a peur de bouger. Thérapie manuelle ou des choses comme ça pour rediriger vers le mouvement. Thérapie manuelle passive, puis après on peut faire de la thérapie manuelle en associant avec des mouvements. Alors, le fait de poser les mains, admettons la personne elle a mal en rotation, juste le fait de poser les mains et d'accompagner, voilà. Par exemple, voilà, c'est après qu'est-ce que vous dites? Je mets ma main, ah, j'aide votre vertèbre, elle est bloquée, elle veut pas bouger, je l'aide à bouger. Ok, vous, le fait d'avoir mis vos mains et tout ça, vous allez la soulager, mais l'explication elle est un peu nulle, on est d'accord. Votre vertèbre elle est bloquée, j'aide à bouger. Non, je vous aide, j'essaie d'apporter un petit peu de confort en vous aidant, ouais, peu importe. Le fait juste de toucher, vous allez changer les informations qui vont aller au cerveau, et du coup vous avez modifié le signal, enfin vous avez modifié la douleur. Voilà, pas le signal douloureux, vous avez modifié la douleur du patient. La récurrence des lombalgies, en fait on a peu de choses là-dessus. On n'a pas d'estimation solide du risque de récidive de la lombalgie ou des facteurs pronostiques de récidive de la lombalgie chez les personnes récemment rétablies d'un épisode de lombalgie. On peut dire que la meilleure estimation de la proportion de récidive à 1 an est de 33%, et la présence d'épisodes antérieurs de lombalgie avant l'épisode le plus récent est le seul facteur pronostique étayé par les preuves existantes. Donc qu'est-ce qui fait que vous allez réavoir mal au dos? Bah, c'est le fait d'avoir déjà eu mal au dos. Voilà. On est bien avancé. Mais après ça, on peut le dire aux patients. Des fois, ils se disent, oui, mais du coup, je dois faire mes exercices, je dois arrêter, je dois machin. Le mal de dos, ça fait partie de la vie. De toute façon, la personne, normalement, la douleur, ça fait partie de la vie, on le sait. Le mal de dos, ça fait partie de la vie. Vous avez vu comment, là, je vous ai aidé à gérer, enfin, je vous ai aidé, hyper prétentieux de dire ça comme ça. Vous voyez comment incluez le patient quand vous faites les trucs, mettez-vous pas en avant. Vous voyez comment on a géré ensemble vos épisodes douloureux, on a réussi au début à faire comme ça, puis ensuite on a fait ça, et là vous avez continué, c'est super bien. Nanana, bah la prochaine fois, si vous les exercices ça va mieux et que les mouvements qu'on a fait ensemble ça vous gonfle, arrêtez. Si vous sentez que la douleur revient et que vous perdez le contrôle, remettez en place les mouvements qu'on a fait, resuivez la même démarche, et normalement ça devrait passer. Oui, peut-être que ça va revenir, mais maintenant vous savez que il y a de fortes chances que ce soit pas grave, que ça va sûrement passer, que maintenant je vous ai donné des mouvements. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre en avant, hein. Je vous ai donné. Non. On a trouvé des mouvements ensemble pour que vous alliez mieux. Ouais, ça aussi, il faut faire attention quand vous parlez aux patients. Moi, j'aime pas trop dire. Alors là, j'ai fait 2 fois l'erreur d'affilée, mais c'est parce que ça fait 1 heure de vidéo, là, je commence à être fatigué. Dites pas je vous ai trouvé une solution. Ok? C'est on a trouvé ensemble une solution à votre problème. Voilà. Il y avait peut-être d'autres manières de faire, il y avait peut-être d'autres solutions. Vous aurez peut-être voir d'autres personnes, peut-être que vous-même vous ne seriez pas venu, ça serait passé aussi. Mais voilà, comme je vous dis, vous n'êtes pas indispensables les frérots et les frérottes. Donc on a trouvé ensemble des choses pour que vous alliez mieux. Voilà. Et que vous redonnez du contrôle. Au moment où ça revient, si vous avez l'impression de perdre le contrôle, essayez de remettre ça en place. Voilà. Facteur de risque de lombalgie chronique, donc l'intensité de la douleur, le poids corporel élevé, le port de charges lourdes au travail. Au travail, et là voilà. Les positions de travail difficiles et la dépression sont les facteurs de risque pronostiques les plus fréquemment observés pour la lombalgie commune. Les stratégies comportementales inadaptées, anxiété générale, limitation fonctionnelle pendant le premier épisode. Effectivement, si la personne, quand la première fois qu'elle a eu mal, elle pouvait plus bouger pendant une semaine, ça, c'est voilà, c'est plus problématique que juste si vous devez arrêter, vous devez vous continuer la muscu, mais en moins fort parce que vous avez un peu mal. Le tabagisme, le travail particulièrement physique. Mais vous voyez, tout ce qui est relatif à la charge, c'est à chaque fois relatif au travail en même temps. Donc est-ce que c'est un facteur mécanique unique ou est-ce que c'est un facteur mécanique dans une sphère sociale?
Moi je pose la question. Le travail particulièrement physique sont également des facteurs explicitement prédictifs de la chronicité. Des antécédents de lombalgie augmentent considérablement le risque d'un nouvel épisode ultérieur. Voilà. Donc plus vous avez d'épisodes de lombalgie, bah, plus vous avez de risque d'en avoir. Mais au pire, comme je vous ai dit, la douleur, ça fait partie de la vie. Il faut juste trouver le moyen de contrôler, de gérer, voilà, de rassurer la personne et lui donner les moyens en fait, de passer la la tempête, en fait. La personne, elle est dans sa vie, c'est doux, c'est bien. Puis à un moment donné, il y a l'orage, parce que, bah, il y a plein de choses qui font que, voilà, la douleur, peut-être qu'elle arrive pas toute seule. Peut-être que c'est dans un moment de stress au travail, que, la personne, il y a des choses qui se passent, mal dans sa vie, j'en sais rien. Donc la douleur apparaît, bah, le but, c'est de naviguer avec cette douleur, traverser l'épisode douloureux, en essayant de, voilà, de faire le mieux possible. À la fin, hop, ça se recalme et tout ça, et du coup, bah, on reprend ce qu'on a fait pendant ça pour les futurs épisodes. On arrive à la fin de la vidéo, même le même de la vidéo. Admettre qu'il n'y a pas que les facteurs mécaniques qui ont un rôle dans la lombalgie. Gundill, de la vieille McGill, vous pouvez rajouter qui vous voulez. Voilà. Donc, alors du coup, j'ai aucune idée de combien de temps elle a duré la vidéo. C'était long. Et encore, j'ai dû accélérer un petit peu sur la fin parce que franchement, sur l'imagerie, vu que je l'avais fait il y a 2 semaines, j'avais la flemme de tout vous expliquer. Mais là, ce que vous faites, c'est que si la partie sur l'imagerie, la résorption des hernies discales, ça vous intéresse, vous revenez 2 vidéos en arrière. Donc c'est la vidéo avec un lézard, ok? C'est pas Thanos, c'est la vidéo avant, avec le lézard, ok? Et puis bon, on va s'arrêter là, ok? Bah, on se dit à la prochaine. Salut!